Bonjour. Hello. Hello to everyone. Thank you so much for... Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints ce matin pour cette table ronde d'une heure consacrée aux enfants. Alors, je vais être très brève puisque nous n'avons qu'une heure pour cette conversation que nous allons tenir. Et je vais vous donner quelques mesures pratiques. Cette séance est enregistrée et retransmise en ligne. Nous voyons ceci plutôt comme une conversation ou un groupe de travail parce que l'idée, c'est toujours d'essayer d'arriver à la prochaine étape qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, je ne peux que vous encourager, vous tous, après vous être présentés et après avoir expliqué pour quelle organisation vous travaillez, d'être très concis et concret dans vos propos. J'insiste, j'interviendrai peut-être si je pense que nous pourrions devenir plus concrets et pratiques dans les suggestions pour avancer. Alors, le Forum de Paris sur la paix a travaillé sur ce cadre de priorité donnée à l'enfant. Et maintenant, je vais donner la parole à Zorine Badroudine qui va nous présenter ce concept. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et merci Béatrice. Je m'appelle Zorine Badroudine. Je suis gestionnaire des politiques au sein de la Childhood Initiative, l'initiative pour les enfants. Alors, je vous remercie encore une fois tous d'être là. Nous sommes ravis de pouvoir continuer notre table ronde et conversation que nous avons déjà entamée avec certains d'entre vous. Je suis par ailleurs ravie d'accueillir les nouveaux visages. Je vais vous donner une introduction assez brève sur ce que recouvre cette initiative. Et parce que je vois de nouveaux visages dans la pièce, j'aimerais mentionner également que la séance aujourd'hui comporte une note, voilà. Nous avons des exemplaires imprimés de la notice. Donc, si vous voulez un exemplaire de la dite note pour suivre les éléments de la discussion, elle est disponible. Alors, pour vous donner un contexte sur ce que nous appelons le Child Priority Framework, ou le cadre pour la priorité donnée à l'enfant. Comme nous avons vu, il y a eu beaucoup de changements dans le panorama international consacré à l'enfant et nous avons vu des réductions dans l'aide publique au développement. Et si nous parlons très sincèrement, ce n'est pas quelque chose qui vient de commencer cette année. Non, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années. Et par ailleurs, cela apparaît également dans le réadressage de priorités nationales, d'envoyer le financement vers des questions nationales plutôt que des questions internationales. Et il y a un climat général que nous pourrons constater au sein des organisations dans les différents pays, d'être moins disposés à prendre des risques ou qui souhaitent voir des résultats plus concrets et plus immédiats à leurs investissements. Donc, évidemment, les plus vulnérables sont bien évidemment ceux qui ne bénéficient pas de ces changements, c'est-à-dire les enfants, nos enfants, partout dans le monde. Ceci n'est pas unique à une géographie, une région ou un pays particulier. Ça n'appartient à aucun groupe socio-économique. C'est les enfants partout dans le monde qui payent le prix de ces restrictions d'investissement. Comme vous le savez tous, le thème du Forum de Paris sur la paix, c'est une nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète. Et c'est avec ceci à l'esprit que le Forum de Paris sur la paix est en train d'essayer de construire une coalition des gens avec une volonté d'agir et de réorienter notre programme sur un axe central sur lequel tout le monde est d'accord, que ce soit les gouvernements, les agences pour le développement, la société civile, les ménages et même le secteur privé. C'est-à-dire que nos enfants sont l'objet du meilleur investissement que nous puissions faire. Non seulement le plus important, mais aussi le plus unifié, l'investissement le plus centralisé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui, la raison pour laquelle nous voulons investir dans nos enfants. Non seulement c'est à cause de sa valeur morale,
national. Nous savons tout cela et j'espère que personne ne va me contredire sur ce point-là. Mais c'est également le plus efficace des investissements que nous puissions faire. Et c'est un sujet autour duquel nous pouvons tous concentrer nos efforts collectifs. Et c'est la raison pour laquelle le Forum de Paris sur la paix veut faire avancer le cadre du Forum sur l'enfance. Évidemment, nos enfants sont notre avenir. Évidemment, nos enfants sont non seulement notre avenir, mais ils sont déjà là. Donc, c'est notre présent. Et comme beaucoup d'experts autour de la table l'ont déjà dit, et, les conditions de l'environnement actuel qui sont autour de l'enfant, même avant leur naissance, ont un impact sur le développement, sur leur croissance et les opportunités dont ils disposent à l'avenir de la vie. Donc, investir dans nos enfants, investir dans leur bien-être est quelque chose d'urgent. Et pour pouvoir construire ce récit et convaincre les gens à l'extérieur de cette pièce, puisque si nous avions le pouvoir de décision, évidemment, ce serait facile de le faire. Tous les enfants disposeraient des ressources dont ils disposent, ainsi que de la recherche et des investissements nécessaires. Et là, ce n'est pas de notre ressort uniquement. Et donc, pour construire le récit qui en convaincra d'autres et de convaincre les pouvoirs qui prennent la décision que ceci mérite une attention critique, nous devons construire un récit basé sur des faits. Dire que les enfants sont importants, ça ne suffit pas. Et pour arriver à prouver qu'il y a un effet démultiplicateur des investissements dans les enfants dès le plus jeune âge, qui élimine tous les besoins pour les développements en aval que nous faisons, eh bien, c'est essentiel. Donc, voilà, c'est une tâche très importante puisque nous nous adressons non seulement à vous tous, mais au monde. Alors, pour vous donner le panorama général, le Child Priority Framework a été lancé lors de la 7e édition du Forum de Paris sur la paix, où nous avions eu une discussion en table ronde avec Director Lace. Merci d'être là encore une fois et de votre participation renouvelée. Inutile de dire que le CPF a moins d'1 an. C'est notre bébé. Et au cours de l'année écoulée, nous avons mis en place un processus consultatif avec nombreux d'entre vous ici autour de la table, et c'est-à-dire comment faire avancer notre programme. Et ce que ça veut dire, nous avons pu faire ceci à travers des conversations à la conférence de printemps sur le développement à Séville. Nous avons eu des réunions à New York au cours du mois dernier. Et pour ceux que ça intéresse, nous avons des documents, des messages clés, et que je serais ravie de partager avec vous si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me contacter le cas échéant. Alors, on passe rapidement maintenant à la séance d'aujourd'hui. Notre table ronde et ses objectifs. 2 objectifs. Consolider la portée du Child Priority Framework et d'avoir une décision stratégique sur la méthodologie à appliquer et les critères de mesure. Et la raison à cela, c'est de pouvoir faire avancer le récit, et ça se base sur des indicateurs clés qui font l'objet d'un consensus sur lesquels nous pouvons tous contribuer, qui ne sont pas spécifiques à un secteur, une industrie, une région du monde, mais qui permettent de placer les enfants où moi je crois qu'ils doivent être, c'est-à-dire au centre du développement international et du programme de développement international. Alors, voilà le fil conducteur du CPF pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas trop bien et qui n'ont pas eu l'occasion de lire la notice à travers le processus consultatif avec beaucoup d'entre vous. Et je devrais mentionner également qu'il y a d'autres participants à ces conversations. Eh bien, nous avons identifié 5 piliers au CPF pour le bien-être de l'enfant. Le premier, c'est le bien-être maternel, la survie et l'accès aux soins de santé. Cela comprend le 2e pilier, l'éducation et l'apprentissage de l'enfance, l'éducation de la petite enfance, le calcul de langue, le développement cognitif et des compétences socio-émotionnelles. Troisième, la nutrition et la sécurité alimentaire, les contre la sous-nutrition, le regard de croissance, l'évaluation, la sécurité alimentaire, évidemment, mais ça va au-delà. 4e pilier, la protection physique, protéger les enfants contre les abus, la négligence, la violence et l'exploitation, le travail des enfants. 5e pilier, le bien-être psychosocial, c'est-à-dire le développement socio-émotionnel harmonieux, l'accès aux soins de santé, la santé mentale, mais aussi la protection en ligne, y compris les questions sur le temps en ligne qui leur est autorisé et l'intelligence artificielle. Nous avons choisi
de mettre en première priorité la toute petite enfance, ou plutôt le groupe âge de 0 à 8 ans, c'est-à-dire on commence tôt et on consolide les choses. Tous ces sujets sont importants, non seulement pendant l'enfance, mais aussi durant l'adolescence, et nous espérons pouvoir étendre le programme. Nous sommes bien évidemment intéressés d'entendre ce que vous avez à dire sur tous ces éléments, quelle est la portée de notre action, et de passer ensuite à un éventuel accord, c'est-à-dire nous sommes tous d'accord sur ce que veut dire l'enfance, ce dont l'enfance a besoin, et comment on peut faire avec des indicateurs pour tous les pays, pour toutes les régions, pour tous les secteurs, pour que les pays puissent à leur tour défendre l'argument envers les gens à l'extérieur de cette pièce pour avoir un argument convaincant. Voilà, encore une fois, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Béatrice pour les informations Patrick, et je me réjouis de vous entendre ensuite. Merci beaucoup, Zorine. Et pour conclure votre introduction, j'aimerais ajouter un petit point en guise de rappel. La raison pour laquelle nous avons réussi à réduire de moitié la mortalité infantile au cours des dernières années, c'est la première fois d'ailleurs cette année que la mortalité infantile est en train de recroître. Et les perspectives ne sont pas très bonnes. Alors qu'il y a seulement un an, il y avait le meilleur score en 200 ans. Mais cette année, les choses sont reparties dans le mauvais sens. Évidemment, les besoins accroissent, les ressources sont moindres. Et je suis très reconnaissante à l'équipe du Forum de Paris sur la paix et à Zorine en particulier de bien vouloir nous guider dans cette discussion. Encore une fois, vous avez lu la notice et les 4 questions principales que nous espérons pouvoir discuter. Et je sais que le forum fait des consultations à l'extérieur et bien évidemment, ce groupe est formidable. Mais nous avons besoin de contributions de davantage de régions du monde. Et Zorine va d'ailleurs vous expliquer à la fin de notre séance comment nous pouvons continuer à œuvrer en ce sens si cela nous intéresse. Donc je ne vais pointer du doigt personne pour ouvrir le feu, mais je crois que Zorine et moi pensions que ce serait bien que vous regardiez ou jetiez un coup d'œil aux 4 questions qui vous sont proposées et de voyer quels sont les sujets de l'une ou l'autre question que vous souhaiteriez évoquer. Encore une fois, nous n'avons que 46 minutes qui nous restent pour tenir cette discussion et on verra où cela va nous mener. Donc, je ferai de mon mieux pour faire avancer la décision. Merci encore d'avance pour vos contributions. Alors voilà, qui veut prendre la parole? Thank you, and thank you very much for assembling us here. I wanted to start. I'm Sean Baker, Chief Program Officer at Helen Keller International. I was going to focus on nutrition. I was always reflecting. I was already going to say this morning. I wanted to share 3 numbers: 45%, 80%, and 260,000. So 45%. That 45% of under 5 mortality is driven by malnutrition, and often we use very subtle language attributable to, or et cetera, or under adjacent. But the fact is, if those children had been well nourished, they would be alive today. And then the 80%, between 75 and 80% of brain development occurs in the first 1,000 days, and nutrition is actually fundamental to that. And the 260,000, that's the estimated number of neural tube defect-affected births per year. And in fact, an additional 120,000 kids die from neural tube defects in utero because of folate deficiency that occurs very early on in embryogenesis. So to me, the evidence that good nutrition, and particularly good nutrition in the 1,000-day window, is absolutely fundamental to the core of this, is what I want to make. And so I wanted to just reiterate, because I say this because despite this evidence, getting the child survival and child development community to understand that good nutrition is not a nice to have on the edges, but indeed
mais à la fondation, à la base même du développement de l'enfant. Et je crois que ceci est l'occasion de le prouver. Et quoi faire ensuite? Évidemment, il y a beaucoup de questions. Il y a un nombre très élevé d'interventions qui sont utiles financièrement. Donc, il est utile de mentionner la nutrition, mais il est beaucoup plus utile de mentionner l'accès à des services d'alimentation et de nourriture qui est de bonne qualité. Les résultats sont constatés par la suite. Et je crois que nous devons constater, si nous voulons avancer et passer aux actions qui doivent être prises pour pouvoir le faire en temps utile quand les enfants et les mères n'ont pas accès à une nourriture appropriée. Donc, je vous remercie. J'en déduis que vous êtes d'accord avec les philosophies de base et que une nutrition appropriée est vraiment l'élément central sur lequel vous voulez vous concentrer. Je passe maintenant la parole à Jean-Sébastien Conti. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Béatrice. Et bonjour à vous tous. Je m'appelle Jean-Sébastien Conti. Je suis directeur adjoint pour l'affaires européennes au ministère pour l'Europe et les Affaires étrangères. Je suis ravi d'être là. J'aimerais d'abord remercier le Forum de Paris sur la paix qui a organisé cette table ronde sur l'enfance et souligner tout d'abord que les enfants sont une priorité très forte pour la France et pour les initiatives menées en faveur des enfants et de la jeunesse pour construire des sociétés inclusives et saines. Nous sommes ravis d'être là et en même temps nous nous trouvons dans un contexte qui nous savons est un contexte dans lequel l'aide publique au développement ne cesse de décroître. Alors nous devons être sûrs de mener à bien et de bien marquer la destination de l'aide que nous orientons. Et je soutiens bien évidemment la philosophie de base aux actions qui ont été menées. Encore une fois, merci encore à la Fondation Bill & Melinda Gates, au Forum de Paris sur la paix, et de voir quels seraient les investissements les plus valables. Alors que nous nous préparons à la présidence du G7 l'année prochaine, ainsi que l'Europe prépare son programme de priorité, le prochain cycle budgétaire. Nous portons attention à tout ce qui est dit ici. Sur le fond, un point, je suis tout à fait d'accord avec Sean pour dire que la nutrition est un des éléments clés et les 5 piliers que vous avez décrits sont importants. C'est un élément important de cela et un des éléments que j'aimerais souligner, c'est la question des repas à l'école. La France et la Finlande ont soutenu le World Food Programme, le programme alimentaire mondial pour les repas à l'école qui permettent à chaque enfant d'avoir un repas sain et nourrissant à l'école d'ici 2030. Donc d'autres éléments ont également été soulignés, mais je ne les mentionnerai pas pour rester bref. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes tout à fait d'accord sur la philosophie de base, sur les repas et l'école. Et le G7, si ceci est une priorité que la France veut apporter au G7, c'est peut-être une occasion idéale de passer à la priorité numéro 3 et comment bien orienter les investissements. Margarita. Merci, je m'appelle Margarita Focusley. Je suis au Global Partnership for Education, partenariat mondial pour l'éducation. Et à la suite de ces interventions sur la question de la nutrition, je voulais souligner l'importance de l'éducation en l'espèce. Comme cela a été dit, ce cadre de priorité vient à point nommé et à une époque où les investissements dans l'enfance en général ne cesse de se réduire à un moment où une très grande ou la plus grande génération d'enfants et de ce groupe d'âge vient au monde et beaucoup de ces enfants vivent dans des pays à ressources plus réduites alors que nous préparons les enfants à faire face à ce monde de plus en plus complexe et qui change constamment. Donc pour un instant, j'aimerais que nous imaginions un scénario dans lequel les enfants auraient accès à une alimentation saine, à des soins de santé de qualité, où ils sont en sécurité
sécurité, leur communauté, à la possibilité et la connaissance pour les donner les meilleures conditions pour grandir. Alors imaginons ceci sans éducation. Bien évidemment, c'est pas possible. Nous avons besoin d'avoir l'occasion d'apprendre de la part de nos parents, de nos enseignants, toutes les questions d'aujourd'hui et à l'avenir. Et nous savons que ceci commence par une éducation de la toute petite enfance. L'éducation est une condition essentielle qui nous permet de réussir avec les objectifs de ce cadre, et c'est un de ces 5 piliers. Je voulais souligner 2 points. Le premier, c'est l'apprentissage à la toute petite enfance, l'alphabétisation, le calcul et les expériences cognitives. Ça a un impact sur la vie à long terme de l'enfant. Ça permet d'améliorer tous les aspects de l'individu. L'investissement dans les éducations des filles donne des bienfaits intergénérationnels, réduit la mortalité infantile et permet de donner une meilleure éducation aux générations futures. L'éducation est l'investissement le plus puissant et le plus efficace que nous puissions faire dans l'éducation de nos enfants, dans nos nations et dans le monde. C'est la base de la croissance économique, de la stabilité, de la résilience et qui représente 50% de la croissance économique mondiale et qui a permis de réduire l'extrême pauvreté de 40% pendant les dernières décennies. Donc, c'est un fondement essentiel, l'éducation. Et le partenariat mondial pour l'éducation a lancé sa campagne pour réunir 5 milliards pour l'éducation avec un cofinancement supplémentaire pour l'éducation. Notre vision, c'est d'avoir des investissements ancrés dans le système qui sont responsables vis-à-vis des priorités politiques et destinés à renforcer le leadership national. Voilà. La conclusion, c'est d'apprécier le fait que l'éducation est vraiment un pilier de ce cadre et d'encourager que nous voulons des approches qui renforcent les systèmes nationaux et les stratégies de financement à long terme pour réduire la dépense de l'aide extérieure. Donc, nous nous réjouissons de rester engagés. Merci beaucoup, Margarita. Je vois les noms de plusieurs d'entre vous et je vais vous donner la parole dans un instant, mais peut-être que sur la question numéro 1 et 2, c'est sur la portée et la philosophie de base. Ma question serait, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certains des éléments qui sont ici dans la... Parce que si vous êtes tout à fait d'accord, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais vraiment c'est essentiel. Donc je prendrai la chose à l'envers. Si vous regardez les questions, est-ce que la portée proposée, les 5 piliers et la concentration sur les segments d'âge avec certaines exceptions, et quelles seraient-elles? Est-ce que ceci offre une fondation, une base qui est cohérente pour notre travail? Ça, c'est la question. Est-ce que ceci devrait être une exigence minimale ou est-ce qu'on veut viser la meilleure solution possible ou la configuration optimale? Je voudrais que nous quittions cette table ronde avec 2 choses. Et idéalement, les 3 et 4, sans quoi je crois que nous allons tous simplement pouvoir dire que nous sommes d'accord sur toutes les priorités. Nous allons quitter la pièce et nous n'aurons rien de nouveau. Voilà. Donc, je vous encourage tous, si vous êtes d'accord, à aller vers les points de... J'aimerais mentionner un point. Je m'appelle Adrien Bécassi, je suis le responsable de politique du Forum de Paris sur la paix, et ceci, c'est une étape dans la construction d'une coalition. Avant de continuer, nous fonctionnons dans un environnement international difficile et l'idée de base, c'est qu'avant de mener toute action, nous avons besoin de cibles concrètes. Donc des choses sur lesquelles nous pouvons être d'accord, nous réunir, nous rejoindre, et c'est très difficile. Parce que ça ne peut pas être tout simplement... On ne peut pas avoir le minimum requis de chaque priorité. Donc, comment est-ce que vous voyez que nous pourrions intégrer certains de ces objectifs sans perdre les investissements dans l'enseignement à la petite enfance ou l'éducation à la petite enfance, l'apprentissage des filles, etc. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces cibles? Est-ce que c'est une portée systémique? Mais alors
comment la mesurer? Ou est-ce que ce serait un niveau minimum précis requis, qu'on sait que si on l'obtient, alors on peut passer à autre chose? Comment fonctionner? C'est ça ma question. Je fais appel à votre intelligence collective qui est très utile ici pour permettre d'aider à construire ce cadre, quelque chose qu'on pourrait utiliser et y insérer toutes les priorités. Voilà. Merci beaucoup. Je ne faisais que souligner ce que disait Béatrice. Matt, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Matt Freeman. Je vais à la Storm Foundation for Nutrition pour répondre à ce défi. Je dirais, avec tout respect, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la structure proposée. C'est d'une manière très positive. Je voulais élaborer sur le point évoqué par Jean sur l'interconnexion entre ces différentes dimensions. Évidemment, nous arrivons à parler de la nutrition, mais c'est vrai pour d'autres choses. On n'a pas rendu service au cours des années à la communauté responsable de la nutrition qui a été considérée comme séparée de la question de l'enfance en général, l'éducation et la santé. Même si je suis ravi que la nutrition soit un pilier sur lequel on se concentre, nous renforçons le fait que c'est quelque chose de séparé. Or, ce ne l'est pas. Il y a une partie de moi qui voudrait nous porter à amener la nutrition et ainsi d'autres choses dans ce même espace qui est le soin donné à la mère et à la petite enfance, qui est bien pour l'apprentissage de l'enfant, l'éducation en général, etc. Si on rebondit sur ce qu'a dit Adrian, si on veut parler de la survie de l'enfant, l'apprentissage des enfants, est-ce que la nutrition pourrait être considérée dans ces cas-ci comme un résultat intermédiaire qui mènerait à nos objectifs finaux? Donc en général, comment est-ce qu'on peut intégrer tous ces éléments? Et sur le même thème, est-ce qu'on peut donner priorité à des espaces où l'intégration se produit déjà, par exemple les écoles, les centres de santé communautaires, et nous concentrer sur cela pour des investissements conjoints? Merci. Merci beaucoup. Hannah? C'est à vous. Je m'appelle Hannah Stevenson avec Save the Children. Et donc, pour les remarques concernant le contexte qui sont très valables, je voudrais vous remercier. Nous avons rejoint cette table ronde assez tard, mais nous sommes ravis de voir ce qui se passe et c'est très encourageant d'entendre toutes ces discussions. Les deux mises en garde que je voudrais formuler, c'est qu'on ne veut pas réinventer la roue. Et deuxième chose, c'est que tout ce que nous faisons dans cette table ronde, dans notre conversation, on veut s'assurer que ceci a lieu à des résultats concrets dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et deux commentaires très rapides sur les défis que nous avons relevés. Tout d'abord sur la portée de notre action. Je dirais que ce que nous voulons dire, c'est que la pauvreté des enfants n'existe pas en soi, simplement pour les enfants. Non, c'est un continuum. Donc, si l'on examine la question de la nutrition, on sait que la malnutrition est un cycle. Et si l'on prend le segment d'âge 0 à 8 ans, on exclut les adolescents et les familles et les communautés qui, nous savons, fonctionnent ensemble et qui permettent de réaliser nos objectifs. Donc, je sais bien qu'on ne peut pas tout résoudre, mais ce serait une bonne chose, très certainement, de voir un lien avec les choses et de voir comment on inclut ceci dans le contexte plus général et l'adolescence. Deuxièmement, sur la philosophie de notre action, je ne trouve pas qu'il devrait y avoir de minimum ou d'aspect plus ambitieux. L'exemple que je donnerai ici, de parler de la déperdition, ce qui s'est passé dans le traitement des déchets, le diagnostic. Nous savons qu'il y a évidemment l'interprète se corrige, c'est que c'est l'accès aux soins de santé et que aucun des enfants ne soit démuni. Mais il y a quelque chose qui nous permet d'éviter cela dans l'action, c'est-à-dire quand on a un niveau minimum et quelque chose de plus anxieux, le risque ici, il y a un risque, c'est que quand on continue à demander une approche simplifiée, c'est que l'on réduit notre aspiration pour les enfants et on devrait vraiment essayer de décrocher la lune quand il s'agit des enfants. On voit comment ils sont traités, les soins qu'ils obtiennent, les droits dont ils jouissent.
Un tout petit exemple, en fait, c'est phénoménal, c'est que ça nous permet d'atteindre davantage d'enfants avec le diagnostic des maladies infantiles. Mais ça, ce n'est pas l'objectif final, c'est comment on arrive à aller plus loin. J'utilise cet exemple pour dire qu'on veut aller plus loin et qu'on ne veut pas saper nos aspirations pour les enfants, si ça veut dire quelque chose. Et bien sûr, tout cela est lié à autre chose, et peut-être que nous y reviendrons, mais en ce qui concerne les objectifs et les résultats intermédiaires, si l'on regarde par exemple la vaccination et par exemple les services liés à la santé de l'enfant, comment pouvons-nous y arriver à des objectifs concrets, à des objectifs finaux sans ces résultats intermédiaires? Il nous faut les deux, nous ne pouvons pas choisir et il est nécessaire évidemment de financer des défis importants et nous ne pouvons pas nous permettre de changer nos ambitions et de les revoir à la baisse. Donc je pense que nous devons garder ces ambitions justement là où elles sont et penser à la fois aux résultats intermédiaires et aux grands objectifs et ne pas choisir entre l'un et l'autre. Merci. Merci beaucoup. Hannah, maintenant Mike, je n'ai pas suivi l'ordre de parole, désolé. Alors Mike, allez-y. Merci beaucoup pour votre invitation. Je m'appelle Mark Wishart des partenariats mondiaux chez World Vision International. Alors, ce que j'ai entendu jusque-là est très intéressant et évidemment, nous souhaiterions une approche intégrée sur tous ces piliers. Nous avons mené des recherches avec l'Université d'Oxford sur des dizaines de pays. Nous avons vu qu'il y a de vraies possibilités d'accélérer les développements et notamment pour les enfants les plus vulnérables. En effet, nous voyons bien ici, par des données probantes, que nous devons avoir cette approche intégrée en soutenant notamment les cercles proches des enfants. Et donc, nous soutenons parfaitement les 5 piliers que vous avez évoqués, mais nous pensons qu'il faudrait une approche plus intégrée, plus globale. Nous voyons également un intérêt à inclure les adolescents dans la portée de notre action, dans l'âge que nous ciblons. Nous savons qu'il y a des problématiques qui émergent justement et sont accrues lors de l'adolescence des enfants et nous avons l'impression que cela ne doit pas être laissé de côté. J'aimerais peut-être faire un pas en arrière de recul pour réfléchir à cette idée de coalition. Si nous réfléchissons à l'adolescence et si nous voulons renforcer cette coalition autour de ce cadre que nous sommes en train de bâtir, les adolescents sont en plein changement et ce sont des acteurs du changement justement. Et ils devraient faire partie de cette coalition. Ils devraient être pris pour ce qu'ils sont, des acteurs de changement essentiels. Et nous avons besoin de nous rendre compte que nos partenaires ont mobilisé des milliers d'enfants pour nous parler de la nutrition lors du sommet pour la croissance qui s'est tenu il y a quelques mois à travers le programme pour la nutrition dans le monde. Et les enfants des communautés marginalisées partout dans le monde ont été invités et ils ont fait partie de cette action qui a été présentée par des adolescents lors d'une cérémonie de clôture officielle ici à Paris. Nous voyons bien ici qu'il y a tout d'abord, pour des raisons très techniques et de porter un intérêt réel à élargir l'âge que nous allons cibler, mais également pour des raisons de participation, car ce sont véritablement des acteurs importants et je pense que cela renforcerait notre action de changement et la narration également de notre projet. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, notamment sur le fait que nous ayons besoin de plus d'intégration. Est-ce que ce que vous voulez dire, ou plutôt laissez-moi reprendre, vous nous avez parlé de là où nous devrions intégrer plus d'intégration justement, et vous nous parlez également de la participation des adolescents, notamment lors du sommet sur la nutrition. Et effectivement, je voudrais poser cette question, car je me dis oui, peut-être qu'on devrait les inclure, ces adolescents, mais dans
ces cas-là, il faut recueillir tout de même les financements dont nous avons besoin, car cela va également avoir un poids dans les décisions qui vont nous permettre de soutenir un plus grand groupe. Et j'aimerais donner la parole à l'intervenante suivante, mais avant cela, j'aimerais simplement vous demander de vous tenir à 2 minutes par intervention, car il nous reste 25 minutes et j'espère vraiment pouvoir donner la parole à tout un chacun. Alors, sur ma liste, je pense que j'ai... Eh bien, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Gunora Makamandieva et je suis responsable mondiale de l'égalité des genres pour la Fondation Aga Khan. Merci beaucoup au Forum de Paris pour la paix pour avoir organisé cette conversation, cette table ronde aujourd'hui. Et je pense que cette conférence est essentielle car nous travaillons sur une priorité. Depuis 60 ans, nous travaillons sur cette priorité, celle de la petite enfance, et nous avons toujours insisté sur l'importance de l'investissement pour le bien-être des enfants. Je pense que nous devons renforcer le prisme du genre dans notre portée d'action, car dans de nombreux pays et dans des zones très reculées du Moyen-Orient, d'Afrique et dans certaines régions d'Asie, je vois que les choses sont terriblement difficiles pour les femmes lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'elles doivent avoir accès à des services de santé, et même lorsque ces services de santé existent, il y a tellement de normes sociales et familiales qui parfois les empêchent d'avoir accès à ces lieux que la situation est véritablement très difficile et a un impact sur le bien-être des enfants et des femmes. Je pense que nous devons donc intégrer cela. Je pense également qu'il est intéressant de mêler de nombreux secteurs dans ce cadre, puisque travailler en silo de manière très verticale ne fonctionne pas, et avoir des discussions, des tables rondes sur la nutrition et la santé, etc. est très utile, mais lorsque nous rapprochons dans un même cadre tous ces aspects, je pense que c'est encore plus puissant. Et partout dans le monde, des personnes sont à l'œuvre actuellement pour s'assurer à ce que tout le monde ait accès à ces services, et notamment que les enfants soient couverts par ces services. Mais je pense que justement nous devrions parler des infrastructures. Par exemple, il y a des pays et des régions où nous formons des personnels aux soins aux enfants dans des communautés très reculées, et les familles sont véritablement très enthousiastes, et cela aide vraiment à créer sur le terrain une retombée très positive sur les familles et sur les enfants, des enfants qui n'ont d'habitude pas accès à des services où l'on prend soin d'eux et où l'on leur enseigne des choses intéressantes parfois, parce qu'ils vivent dans des zones très reculées, n'ont pas accès tout simplement à ces centres. Mais voilà, cela représente énormément d'efforts. Nous avons de nombreuses initiatives que nous pouvons mettre en place dans le cadre de ce projet, mais je pense que nous devrions développer des initiatives sur notamment l'infrastructure et l'architecture. Comment dans l'architecture financière, comment les ministères de la Finance peuvent nous permettre de renforcer l'architecture financière derrière ce projet. Comment les ministères de la Santé et autres peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Il nous faudrait vraiment des réponses concrètes sur ces points, sur le soutien. Et sinon, je soutiens parfaitement la note de contexte accompagnant ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez parlé de ce budget. Il y a une question budgétaire et d'architecture financière à soutenir et à développer. Bonjour, je représente l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, donc je ne suis pas expert dans le sujet des enfants, mais je trouve tout d'abord que vous avez absolument raison de nous dire que c'est un investissement que nous devons faire pour les enfants. Nous devons penser ce projet en termes d'investissement nécessaire pour le bien-être des enfants. Nous devons nous concentrer sur ce qui va permettre de rendre ce projet possible. L'investissement pour la jeunesse, pour les enfants, n'est pas seulement quelque chose de positif pour les enfants, mais pour notre société en général et pour nos pays en général. Je voulais souligner simplement les systèmes nationaux, le fait que ces systèmes doivent être solides et robustes pour que les enfants aient plus d'accès aux services les plus fondamentaux est essentiel. J'aimerais ajouter également une question
question relative aux droits. Il faut faire très attention au fait que nous n'ayons pas d'enfants, de personnes vulnérables, des personnes qui aient besoin, ou plutôt de ne pas voir les enfants comme des personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. Les enfants sont un groupe d'âge qui ont besoin de soutien, mais pas d'aide humanitaire. Ils ont besoin d'avoir accès à leurs droits, des droits qui sont très bien définis, qui sont les droits des enfants, de l'enfance, et ils ont donc le droit à tous ces services dont nous parlons, accès à la santé, accès à l'éducation, accès à la nutrition, et tout cela est donc une catégorie de droits et non pas d'aide. Ensuite, je pense également que, et c'est mon deuxième point, nous parlons énormément de développement dans cette note, et il ne faut pas oublier les enfants qui vivent dans des zones où justement ils ont besoin d'aide humanitaire ou dans des zones de conflit. Et nous voyons que les enfants sont les grands oubliés dans les cadres de nos discussions sur ces zones, alors même qu'ils n'ont pas accès par exemple à l'éducation à cause de ces conflits et que les droits humains ne sont pas respectés. Ils sont également concernés par ce problème. Ensuite, j'aimerais vous dire que nous voyons énormément d'inégalités dans l'éducation, dans l'accès à de nombreux services. Et nous avons d'ailleurs parlé de la reconstitution des fonds, et c'est essentiel. Mais donc, je voulais soulever moi aussi, comme ma collègue, la question du genre. Nous devons absolument parler du fait qu'il y a une véritable différence entre les filles et les garçons, avec notamment un manque d'accès, par exemple, à l'éducation pour les filles, mais également un manque d'accès à certains vaccins, notamment pour prévenir certains cancers, celui du col de l'utérus pour n'en nommer qu'un. Et il faut donc véritablement bien insister sur le fait que dès le départ, dès le début de leur vie, les filles sont discriminées, et je pense que c'est quelque chose, c'est un point sur lequel nous devons travailler dans le cadre de ce projet également. Merci beaucoup. Merci. Je travaille sur les réponses d'urgence pour la Fondation Bill et Melinda Gates, et j'aimerais vous parler notamment de l'accès aux services. Effectivement, nous en avons beaucoup parlé, mais il faut également parler de l'environnement dans lequel les enfants vivent. Et ça, j'ai l'impression que ça ne fait pas partie de cette note. Et les environnements dans lesquels les enfants vivent sont particulièrement importants pour pouvoir savoir quelle sera la portée de notre action. Car si c'est une zone de conflit, ce n'est pas la même chose que dans un autre cas pour les enfants. S'il y a des phénomènes météorologiques extrêmes à cause du changement climatique, c'est encore un autre cas de figure. Et nous savons déjà que ces phénomènes existent, qu'ils ont un impact sur les enfants. Et je suis aussi d'accord sur le point qui a été soulevé sur les adolescents, car j'ai l'impression que lorsque nous voyons dans tous les endroits, nous voyons des problèmes d'accès à la santé, à l'éducation, aux soins de santé primaires. Nous nous rendons compte aussi qu'il y a des problèmes de grossesse précoce avec des enfants qui ensuite naissent déjà dans un contexte de malnutrition, et qu'il y a donc un cycle ici et que nous devons donc nous atteler à la cause des adolescents. Comment donc pouvons-nous combiner l'approche qui est concentrée sur les enfants avec une portée plus grande sur le bien-être de l'enfant qui commencerait bien avant et s'étendrait un peu plus. Ensuite, il faut vraiment penser aux communautés en elles-mêmes. J'ai l'impression que nous nous concentrons énormément sur les enfants malades, mais nous ne pensons pas aux enfants qui sont en bonne santé, des enfants qui sont dans un environnement. Et nous nous concentrons parfois sur des foyers en particulier, et des foyers donc avec les parents et les autres enfants. Mais en réalité, là d'où je viens, par exemple en Afrique, les enfants sont élevés dans des communautés dans leur ensemble. Et parfois, j'ai l'impression que nous ne nous concentrons pas assez sur la communauté dans son ensemble. Il faut que la communauté puisse avoir accès à des infrastructures, à des politiques publiques, à des options de bien-être et à un bien-être économique également. Et si nous donnons accès aux communautés, à tout cela, alors les enfants peuvent être élevés dans des environnements plus propices à leur bien-être. Merci. Bonjour.
Je souhaiterais que nous puissions effectivement, et comme l'ont dit mes collègues, inclure les adolescents, peut-être nous concentrer sur les 8000 premiers jours et peut-être pas les 1000 premiers jours. Et j'ai l'impression que nous concentrer que sur les 8 premières années, en tout cas de vie, est finalement réducteur et il faut que nous allions plus loin. Il y a l'ODD numéro 4 qui a son indicateur sur la proportion des enfants qui reçoivent un repas à l'école. Nous avons 112 pays qui ont rejoint la coalition pour que les enfants reçoivent un repas à l'école depuis 2020. Et aujourd'hui, nous recevons 88 milliards. 99% de ces fonds viennent des gouvernements eux-mêmes. Il faut évidemment prioriser les sources de financement et nous avons l'impression que ce sont les gouvernements qui vont le faire à niveau national. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Xavier Hospital. Bonjour, Xavier Hospital. Je suis chargé de la santé et de l'éducation pour les enfants à l'UNESCO et je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit et établi dans le cadre de cette note et de ce cadre. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les groupes d'âge et je pense justement au fait que de 10 à 14 ans, les enfants sont soumis à tout un éventail de difficultés psychologiques liées à la puberté, liées à l'éducation. Il y a de nombreux changements à cette époque de la vie. Les enfants passent par énormément de changements à cette époque de leur vie et c'est également le cas certes pour les enfants de 0 à 3 ans, mais il ne faut pas oublier les plus grands également. Et je me souviens que nous en avions déjà parlé. J'aimerais également que nous insistions sur la protection physique, qui est donc un pilier et qui est essentiel. Les enfants sont soumis à de nombreuses violences et nous ne pouvons pas oublier ces violences, des violences psychologiques, des violences sexuelles également. Et lorsque l'on parle de l'importance de l'éducation, et nous sommes tous et toutes d'accord, je pense, sur ce sujet, il est également important de souligner l'importance de renforcer des cercles où les enfants peuvent apprendre et avoir accès à l'éducation sans être soumis à des violences, quelles qu'elles soient, psychologiques ou physiques, d'ordre du harcèlement, par exemple. Nous avons remarqué que, selon des études, les contributions au bien-être des enfants passent par la protection des enfants des violences psychologiques et sociales et non pas que physiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Forum de la paix pour Paris. Merci beaucoup à la Fondation Bill et Melinda Gates. J'aimerais vous parler du Népal. Ma fondation est issue du Népal et je souhaiterais vous parler du terrain. Nous travaillons sur un projet depuis 5 ans au Népal, un petit projet. Notre fondation a établi ce projet pour le bien-être des enfants. C'est notre priorité principale sur ce projet et donc cela fait 5 ans que nous y travaillons et depuis 3 ans, nous nous sommes rendus compte que nous avons investi énormément dans l'éducation, mais nous ne sommes pas forcément rendus compte que les enfants n'allaient pas forcément à l'école ou qu'ils n'étaient pas attentifs à l'école. Et donc, nous avons décidé d'upcycler des matériaux pour créer des zones d'apprentissage et de récréation dans les écoles. Et nous avons décidé de prendre ces enfants en compte et les communautés locales tout particulièrement pour que tout le monde participe et surtout pour que les enfants puissent participer dès très jeunes à un projet bien à eux. Nous voulions véritablement qu'ils explorent d'eux-mêmes
par eux-mêmes l'environnement scolaire, qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent échanger. Et donc nous avons mis en place ce projet et 90% et nous avons obtenu sur 50 écoles au Népal des résultats positifs avec parfois même 90% d'enfants qui se rendaient dans les écoles. Nous avons une augmentation énorme par rapport à ce que nous avons fait avant ce projet. C'est vraiment un sujet important. Est-ce que vous faites ici dans le cadre de ce projet à tout notre soutien et merci beaucoup. Merci beaucoup au Forum de la paix de poser les enfants et leur bien-être comme une priorité. Je pense que c'est essentiel justement que ce soit une priorité. Je sais que la France va également placer les enfants et leur bien-être comme priorité pour le G7 lors de la présidence et c'est véritablement une très bonne nouvelle pour nous à l'UNICEF. Je pense qu'il faut absolument accélérer nos interventions, qu'il faut véritablement augmenter les seuils que nous attendons pour l'accès à tous les services pour les enfants et pour leur bien-être, mais nous devons évidemment tirer nos objectifs et nos ambitions vers le haut. Et je pense que tout cela est essentiel et cela fait partie des conventions et notamment de l'une des plus importantes des conventions qui a été ratifiée par le plus, je pense, d'États membres dans le monde et qui porte bien évidemment sur les enfants. Nous devons donc nous y tenir et c'est exactement ce que ce cadre tente de faire. Et je nous en félicite. Je pense que ce cadre finalement s'aligne pleinement sur les objectifs également de l'UNICEF. Et je pense également qu'il est essentiel de bien insister sur les taux de survie des enfants et les accès à la santé. Et je pense peut-être que cela pourrait faire partie un peu plus intégrante notamment des piliers. La pauvreté infantile est également importante et va un peu plus loin que ce qui est mentionné dans le pilier ici présent. Et je pense que c'est véritablement l'un des grands impacts sur les enfants et que nous devons prendre en compte. Ensuite, en ce qui concerne la portée de l'action, nous avons parlé de l'intégration avec certains collègues et je suis d'accord. Et je pense qu'il faut également insister sur l'équité, qui est un pilier d'action essentielle. Et je pense que c'est quelque chose qui ressort notamment dans les indicateurs mondiaux que les filles sont laissées de côté. Et donc l'inclusivité et l'équité sont véritablement des éléments essentiels pour nous. Et peut-être que cela manque à cette note ici. La participation est essentielle, la dimension de genre également. Effectivement, peut-être que cela manque un peu dans ce cadre et il y a également un besoin de prendre en compte beaucoup plus les environnements dans lesquels vivent les enfants et les communautés. Et je pense également que nous devons travailler sur la résilience, notamment lorsque l'on parle de l'accès à la santé de ces communautés. Et enfin, il y a tout un volet humanitaire. L'aide humanitaire est essentielle pour protéger les enfants dans des zones de conflit. Voilà, nous voulons également que les groupes des enfants soient gardés de cette manière, car nous trouvons cela très pertinent de travailler d'abord et de manière séparée sur la toute petite enfance, la petite enfance et les premières années du primaire, mais nous pensons qu'il est nécessaire de véritablement penser à la jeunesse dans son ensemble, qui sont des facteurs, des moteurs de nos grands sujets dans le monde et pour nos sociétés. Et je pense en tout cas que nous sommes sur la bonne voie sur les différentes interventions que nous voulons mettre en place. Et je pense également qu'il est nécessaire de bien mettre en place des indicateurs pour bien suivre les progrès et les avancées, surtout dans le cadre de nouvelles interventions et de nouveaux projets. Donc cela est absolument essentiel et j'insiste sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces merveilleuses prises de parole. Je me souviens que quelqu'un de la Fondation
Bill et Melinda Gates m'a dit que les choses pourraient être difficiles lorsque nous avons beaucoup d'ambition. Cela peut nous briser le cœur parfois, mais j'aurais voulu avoir le temps pour un peu plus de questions. Maintenant que nous avons bien établi le cadre, je pense qu'effectivement, la discussion sur les résultats intermédiaires et les objectifs va être très intéressante. Je ne vais pas essayer de tout résumer, mais peut-être qu'effectivement, sous les piliers, nous n'avons pas bien ou divisé les piliers ou utilisé les bons mots pour les différents piliers. Parce que finalement, les enfants sont un investissement pour l'avenir, donc peut-être que nous devrions changer un peu les termes dans ces piliers et peut-être l'articulation également entre les résultats intermédiaires, les objectifs. Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas qu'une question de choisir, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Peut-être que les questions des âges de groupe doivent également être revues. Peut-être que certains domaines doivent être plus vus à travers le prisme d'un certain groupe d'âge. Peut-être que nous devrions également inclure l'adolescence ou le début de l'adolescence, comme vous l'avez mentionné, je l'ai bien noté, et notamment pour les jeunes filles. Ensuite, en ce qui concerne les actions nationales et notamment les financements, le cadre, nous l'avons entendu, doit moins dépendre de l'aide et il est nécessaire d'avoir un vrai budget pour pouvoir soutenir ces actions. Et donc nous allons effectivement le prendre en compte et nous avons bien noté qu'il s'agit d'une priorité. En ce qui concerne ce processus, il y aurait une tendance naturelle qui serait de vouloir tout inclure, dans ce cadre pour s'atteler à tous les problèmes à la fois. Et évidemment, cela va être tout le cœur de nos travaux sur ces prochains mois. Ce n'est pas tellement une question de prioriser les sujets. Il y a des indicateurs, des objectifs, des cibles que nous allons établir, mais d'une manière réaliste pour bien calculer ce que nous faisons, mais également nous emmener dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas être trop vagues dans ce cas. Nous ne pouvons pas dire nous allons mettre fin à la pauvreté pour les enfants. Non, tout est multidimensionnel. Nous ne pouvons absolument pas avoir un indicateur qui serait de l'ordre de mettre fin à la pauvreté, oui ou non. Ce n'est pas possible. Ce serait même un frein finalement à ce que nous voulons mettre en place. Et bien sûr, nous devons donc trouver une manière de mieux articuler ces objectifs et cela fera l'objet de discussions futures. Nous devrions innover et être plus créatifs pour mener des efforts collectifs dans ce sens. Et cela va représenter vraiment un moteur pour pouvoir s'atteler à toutes ces questions que nous avons évoquées aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il... Nous avons véritablement 4 minutes encore pour cette discussion. Si vous avez des remarques très rapides, allez-y, vous avez la parole. Oui, je voulais parler des indicateurs, justement. Nous ne devons pas attendre 5 ans pour bien comprendre si nous allons sur la bonne voie et si nous progressons correctement. Je pense qu'il faut aller plus vite. C'est véritablement très important. Merci, Béatrice. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit au début, car je travaille dans le développement mondial depuis 40 ans et je ne suis pas le seul dans cette situation. Et j'ai l'impression que c'est la première fois dans ma vie que je me rends compte que plus d'enfants vont mourir que naître si nous ne faisons rien. Et je sais que les gouvernements et les bailleurs doivent aujourd'hui faire face à un triage cruel pour vraiment savoir dans quoi ils doivent investir leurs fonds et dans quels projets et dans quelles problématiques s'investir. Alors comment travailler ensemble, comment œuvrer de concert pour véritablement montrer que c'est une priorité. Et c'est pour ça que j'apprécie véritablement cette initiative, puisque le fait de protéger nos enfants est essentiel. Et comment œuvrer de concert autour de cela? Je pense véritablement qu'aujourd'hui, nous avons ouvert les yeux sur cette question et que nous ne sommes peut-être pas d'accord exactement sur tous les détails de ce cadre, mais en tout cas, nous devons être d'accord sur le fait que ce cadre doit exister et que nous allons œuvrer ensemble pour nos objectifs. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'il y a une question de priorité ici. Pour que le cadre soit de qualité, nous devons véritablement nous concentrer sur les programmes qui existent et notamment dans les contextes les plus fragiles et vulnérables, dans les pays les plus vulnérables
également. Et je pense que cela est essentiel pour s'assurer que les enfants dans les pays qui sont laissés de côté soient véritablement priorisés. Je pense que tout cela va être très compliqué, notamment pour mobiliser le secteur privé. Et c'est bien pour cela que le financement public international et national est essentiel pour changer la donne. Et je pense donc que nous devons nous concentrer sur quel secteur nous pouvons mobiliser. Et c'est véritablement notre point de départ. Merci. Très bien, merci. Alors peut-être pour la manière dont cela peut se faire, il est essentiel que nous agissions à niveau mondial et ensemble. Et c'est quelque chose que nous devons faire ensemble en soutenant les parties prenantes locales et les plans nationaux. Nous savons qu'il y a des plans transversaux qui existent, mais il faut véritablement que nous ayons des actions concrètes avec des acteurs de tous les domaines, de la société civile, des gouvernements. Il nous faut des plans nationaux, car nous savons que les circonstances sont très différentes entre les différents contextes dans lesquels nous travaillons, et c'est essentiel donc. Alors, je voulais revenir sur la première responsabilité, c'est celle des pays et des gouvernements pour les enfants. Il faut mettre la pression sur les gouvernements. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme le développement et l'aide, mais tous les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et d'avoir des programmes sérieux au niveau national pour les enfants. Alors, très brièvement, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la coordination. Au Kyrgyzstan, nous faisons cela et on voit à quel point le gouvernement est impliqué et s'approprie le processus. C'est quelque chose de crucial et il faut se regarder ces pays où on a des bons exemples. Pour les adolescents, je suis d'accord avec les collègues qui ont mentionné le fait qu'il nous faut voir cela de manière séparée. Dans notre fondation, nous avons aussi un programme qu'on appelle Pathway, qui est piloté dans un certain nombre de pays et qui montre à quel point ce groupe manque de soutien et de l'infrastructure nécessaire. Merci. Alors, nous sommes trop en retard, donc je ne sais pas si vous allez faire une pause café après. On pourra peut-être continuer cette conversation, de savoir sur la base de ce qui a été dit, si l'on peut mettre en place des plateformes comme ça existe dans d'autres domaines. Peut-être que c'est la manière d'aller de l'avant pour un certain nombre de ces questions prioritaires. Merci Zorine, Adrien, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette table ronde et merci pour cette participation. Zorine, est-ce que vous voulez dire les derniers mots de conclusion? Oui, pour conclure, parce que je sais que nous sommes déjà en dehors des limites de temps. Merci d'avoir participé. 1 heure, c'est pas suffisant pour résoudre les problèmes, mais j'apprécie tout ce travail que vous avez fait et cette heure que vous nous avez donnée. C'est un processus de consultation en cours et ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de participer, ceux qui étaient dans le public qui n'ont pas pu participer, vous pouvez nous donner vos informations de contact parce qu'on va pouvoir continuer à discuter. Et je dois aussi mentionner que à 2h15, nous aurons une discussion sur la scène D, la scène B, sur la question d'avoir les enfants comme premiers, donc l'argumentation derrière cela. Et nous aurons M. Zari qui fera partie de cette table ronde. Donc c'est de 2h15 à 15h que nous aurons cette discussion et puis on peut continuer la discussion après le forum également. Merci beaucoup.